Affaire nomination des 3 juges à la Cour constitutionnelle. Sommes-nous en train d'assister à un bras de fer entre l'institution président de la République et institution Parlement? Quelle est alors ou quelles sont alors les pistes de solutions et surtout la meilleure piste de solution à cette crise en vue, la solution républicaine? Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. De fil en aiguille, découvrons sans plus tarder l'invité du jour. C'est Edje Omo. Arlette Odiaka-Chama. Arlette Odiaka-Chama est diplômée d'état en latin philosophie au lycée Kabambare, licenciée en droit de l'université de Kinshasa, option droit privé et judiciaire. Durant son parcours académique, elle a exercé les fonctions de vice-maire générale et maire générale du Home 80, avocate au barreau de Kisangani et de Kinshasa Gombe. Elle a exercé comme chargée d'études juridiques et conseillère juridique au cabinet du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabe. Elle a commencé très tôt dans les mouvements des jeunes. Ses premiers pas en politique, c'est à l'Union pour la démocratie et le progrès social qu'elle le fait au sein du comité sectionnaire de Kinshasa. Actuellement, Arlette Odiaka-Chama est présidente de la Ligue des femmes au sein de la dynamique Congo Uni du conseil spécial Vidi Chimanga. Maître Arlette Odiaka-Chama, bienvenue. Merci. C'est pour la énième fois qu'on vous reçoit dans le jeu. Hein. C'est une marque de considération. Merci beaucoup. Autant que pour vous. Je suis toujours très heureuse de recevoir votre invitation. Parce que c'est toujours une occasion pour nous de bien décortiquer l'actualité. On s'installe alors. L'actualité, on commence d'abord par les échos du parti. Hein. La dynamique des Congolais unis, DCU. Vous avez été promu? Oui, grâce au travail de tout le monde, au concours de toutes les femmes du parti, qui a finalement poussé le président Vidi Chimanga, qui est le président national de la dynamique Congo Uni, comme vous venez de le dire, à me promouvoir et m'attribuer les fonctions de présidente nationale de la Ligue des femmes au sein de notre parti. C'est un honneur, c'est des responsabilités et ensemble avec tout le monde, nous allons tâcher d'être à la hauteur de ces responsabilités. Président de la Ligue des femmes, c'est vrai, mais on a l'impression que dans nos partis politiques, c'est ça la place des femmes. Hein? La femme, quand elle monte, bon, elle se limite peut-être à être présidente de la Ligue des femmes, mais c'est tout. Quand il y a partage des responsabilités, surtout au niveau gouvernemental ou au sommet de l'État, on ne les voit pas souvent. Tel n'est pas le cas avec la DCU? Non, non, pas du tout. Je me réjouis du fait que vous évoquez qu'il ne s'agit que d'une impression. Et en politique, pour moi, il n'y a pas de sexe. Nous sommes tous soumis à la même règle. Et lorsqu'il est question même de concourir au poste, on le fait de la même manière. C'est vrai qu'en étant femme, il arrive toujours à un certain moment que l'on soit confronté aux prétentions des sexistes, et parfois il y a d'autres qui résistent et qui reculent. Mais pour nous, c'est une motivation de plus pour nous amener à travailler de sorte à convaincre la majorité que nous ne sommes pas là simplement parce qu'on est femme, mais parce qu'on est citoyen congolais et avons quelque chose à donner à la République. Vous avez parlé du président national, Vidi Chimanga. Est-il toujours conseiller stratégique du chef de l'État? Bien sûr, il l'a été par une ordonnance présidentielle. S'il ne devrait pas l'être,
Ça aurait dû être par le même mécanisme en vertu de la théorie de l'acte contraire. Non, mais il est sur les bancs des touches. Non, ça c'est ce que vous racontez, mais je peux vous rassurer qu'il joue les mêmes rôles. Et vous savez, en politique, c'est toujours ça, et cet aspect est très important. Il faut savoir entretenir le mythe autour de soi. Il ne faudrait pas laisser vos adversaires ou même vos contemplateurs savoir ce que vous faites, où vous êtes, mais là, ça fragilise même votre stratégie. Et c'est comme ça, lui, sa façon de travailler, elle nous enchante beaucoup, nous, les militants de son parti, et même plusieurs autres citoyens congolais qui croient en lui. Et soyez donc rassurés qu'il joue pleinement son rôle aux côtés du président de la République. Vous aurez l'occasion de rencontrer le chef de l'État. Vous savez que Félix Antoine Tshisekedi, il a toujours tendance à accorder des interviews aux journalistes. Ce sera l'occasion pour vous de lui poser la question et de vous rassurer. Maître Arlette Odiakachama, parlons après cette parenthèse de la DCU, votre parti, où vous êtes président de la Ligue des femmes. Parlons maintenant de la politique pure, surtout que vous êtes juriste. Nomination de 3 juges à la Cour constitutionnelle, polémique en tout cas générale quant à la prestation de ces hauts magistrats. Les présidents de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale et les présidents du Sénat ne semblent pas mettre sur la même longueur d'onde avec les présidents de la République. Sommes-nous en train d'étendre vers une crise? Je pense qu'on hérite cela de la politique telle qu'elle a évolué au cours des années, au fil des années dans notre pays. On a tendance à penser que la politique, c'est la polémique. On ne s'adonne pas à ce qui est beaucoup plus important pour l'essor de notre pays. Mais à vrai dire, de quoi il s'agit? Il s'agit pour certains de la violation de la Constitution par le président de la République ayant nommé les juges de la Cour constitutionnelle. Mais le siège de la matière dans ce cas, c'est l'article 158 de la Constitution. Il institue d'abord la Cour constitutionnelle. Il prévoit qu'elle est constituée de 9 membres, parmi lesquels 3 sont nommés à l'initiative du président de la République, 3 proviennent du Parlement et les 3 autres du Conseil supérieur de la magistrature. Et vous êtes d'accord avec moi que depuis son avènement à la magistrature suprême, le président de la République n'avait pas encore nommé les membres à son initiative à la Cour constitutionnelle. Et le fait pour lui de le faire, je ne sais pas, le problème provient d'où, mais pour moi, il a respecté la Constitution, et je cite là l'article 158, qui a été scrupuleusement respecté. L'article 158, c'est bien dit, mais il ne faudra pas attendre la rotation qui s'effectue après 3 ans. La 3e année allait tomber au mois d'avril de l'année prochaine. Mais pourquoi tant de précipitations? Et le chef de l'État va toucher dans un quota qui ne lui appartient pas. Il a touché au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. N'a-t-il pas eu violation flagrante de la loi, sinon de la procédure? Alors, je ne partage pas le même avis que vous, mais vous êtes journaliste, vous avez pleinement le droit d'élever des revendications. Là, je réfléchis à haute voix, en fait, c'est une question que je vous pose. Bien sûr, c'est ce que pense aussi une certaine partie de l'opinion et nous sommes là pour y donner une réponse. Alors, j'ai dit qu'il n'y a pas de précipitation, il n'y en a pas eu, et nous devons nous habituer à une... La rotation allait intervenir au mois, à l'année prochaine. Pourquoi il s'est précipité? Nous devons nous habituer à une culture, celle du respect de textes. Et respecter les textes, c'est aussi savoir qu'un mandat, il a plusieurs moyens par lesquels il peut prendre fin. Et on doit toujours savoir qu'étant donné que c'est par l'effet de l'ordonnance présidentielle que l'on obtient ce mandat à la Cour constitutionnelle, il peut, par une autre ordonnance, vous appeler à d'autres fonctions. Et c'est ce qui a été le cas. Les magistrats qui ont été appelés à d'autres fonctions, notamment être haut magistrat à la Cour de cassation, ce n'est pas moindre. Et lorsqu'on s'attache
uniquement à être juge de la Cour constitutionnelle, c'est se moquer même des autres magistrats. C'est penser qu'on a été rétrogradé. On a été au sommet. Justement, on a été rétrogradé alors que ce n'est pas le cas. Dans l'hypothèse, parce que vous l'évoquez, que ça a été des nominations dans le quota du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est aussi là qu'il faut évoquer la compétence liée du président de la République. Il y a eu des propositions qui sont venues du Conseil supérieur de la magistrature. Il a voulu, bien sûr, réformer ou reconstituer d'une certaine manière la Cour constitutionnelle. J'aurais voulu que l'on nous brandisse des dispositions constitutionnelles qui ont été violées, mais là, on nous amène beaucoup plus dans les intentions, on nous amène beaucoup plus dans la polémique. L'essentiel pour le chef de l'État est de s'assurer que la Cour constitutionnelle se porte bien, elle se porte à merveille pour qu'elle soit en mesure de rendre au peuple congolais de meilleurs rendements. Et c'est que normalement on attend d'elle. Mais la polémique ne fait qu'enfler parce que ces 3 juges avant d'entrer en fonction doivent prêter serment. Et se pose maintenant un problème. Doivent-ils prêter serment devant les 2 chambres de parlement réunies en congrès? Et là déjà, à lire entre les lignes la position affichée par les présidents de 2 chambres de parlement, il se pose un problème. Non, il ne va pas se poser de problème. Il ne peut se poser de problème que lorsqu'on a d'autres sources en dehors de la loi. Et dans le cas d'espèce, s'agissant de la prestation de serment de ce haut magistrat, il est question d'évoquer l'article 10 de la loi organique qui crée cette haute juridiction. Que dit cet article 10? On prête serment devant le président de la République. Et l'autre formalité est celle de la présentation. On présente ces juges à la nation, on les présente aux députés et sénateurs, on les présente aussi aux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et la formalité la plus importante est celle de la prestation de serment. Le membre du Conseil, le président du Conseil supérieur de la magistrature, il s'est exprimé pour dire que la cérémonie est déjà en train d'être préparée. Ça veut dire qu'à cette occasion, les juges pourront prêter serment. À cette occasion, ces juges seront présentés à la nation. Et si, par absurde, parce que je ne vois pas ce schéma arriver, je ne vois pas le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale aller à cette extrémité. Mais admettons que cela arrive. Non, ils sont respectueux des textes. Ils sont respectueux des textes. C'est ça leur problème. Vous savez, le texte... Ils peuvent aller au bout de leur logique. Les textes à ce qu'ils prévoient. Je vous ai dit ici qu'il n'est pas une formalité de prêter serment au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il est vrai que ça a été une coutume, ça a été une habitude, mais ce n'est pas une coutume légale, c'est une coutume à laquelle nous nous sommes habitués. Et la formalité légale est celle de la prestation de serment devant le président de la République. Sachant que c'est lui qui les a nommés, je ne vois pas comment il refuserait de recevoir leur serment. Et sachant que la présentation à la nation, la présentation au Conseil supérieur de la magistrature a déjà été annoncée par les hauts magistrats du Conseil supérieur de la magistrature, de ce côté, il ne va pas poser de problème. Le problème va se poser peut-être au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais je vous dis que je ne vois pas ces hauts responsables de l'État, ces hauts fonctionnaires de l'État aller jusqu'à cette extrémité. Mais admettons qu'il arrive ce cas, je pense que ce sont eux qui auront violé la Constitution. Comment ça? Violer la Constitution, c'est exactement interpréter le texte en dehors de son contexte. En dehors de son contexte, c'est exactement dire qu'on doit recevoir les magistrats au sein de l'hémicycle et on ne le fait pas. Dites-moi, quelle est la disposition légale qui permet à ces hauts fonctionnaires de l'État de refuser un serment, semble-t-il, parce que la Constitution aurait été violée. Il n'en existe pas, mais parce qu'il existe celle de la présentation de ce magistrat, ils seront obligés et tenus de recevoir ces magistrats en vue de la présentation aux élus du peuple. Arlette Odiakachama, je voulais revenir à l'article 10 que vous avez fait allusion tantôt et dont vous n'avez pas voulu peut-être lire intentionnellement l'intégralité. Non, mais parce que je n'ai pas les textes. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation, devant le président de la République, virgule.
l'Assemblée nationale, virgule, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Point. Comment allez-vous interpréter cette disposition de la loi? Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'ai évoqué le fait que avant leur entrée en fonction, ils doivent être représentés par toutes ces personnes ou ces catégories de personnes que la loi cite. Voilà. Mais s'agissant de la prestation de serment, c'est devant le président de la République. Virgule. Je suis d'accord, je suis en train d'évoluer. C'est pas un point. Je suis en train d'évoluer. Voilà. J'ai évoqué le fait qu'il s'agit d'une coutume. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il est, il est mis des virgules, d'ailleurs ça c'est le français, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec l'organisation ou alors le fonctionnement du Sénat, de l'Assemblée nationale. Mais les points de ponctuation peuvent nous déterminer aussi l'interprétation de la loi. Oui, mais je veux vous expliquer une autre nuance. Je pense que vous n'allez pas me contredire à dire que le fait d'être présenté de manière séparée, ça ne va en aucune manière violer les dispositions constitutionnelles. C'est ainsi que la loi elle-même a prévu des mécanismes par lesquels on peut procéder sans toutefois bloquer la machine. Et ça, c'est clair, c'est à cela que nous allons y arriver. Je suis en train d'interpeller tous ceux-là qui pensent que le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat aurait raison de ne pas recevoir la présentation. Respectueux des textes. Non, je vous ai évoqué que ça, ce sera la violation du texte parce que ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur qu'on accorde au juge. C'est une formalité légale. Et lorsque la Constitution prévoit, et la loi organique prévoit que vous devez recevoir les hauts magistrats qui venaient d'être nommés, ce n'est pas à vous de dire que nous ne les recevons pas. Et si vous vous amusez à le dire, c'est vous qui respectez la Constitution et personne d'autre. Mais madame, là nous tendons... Il y a une crise en vue, un bras de fer. Mais quelle est l'issue à cette crise? La meilleure ici en tout cas. Pas une issue républicaine. Parce que nous devons sauver la République et les pays doivent marcher. Je suis de la dynamique Congo. Quelles sont les options qui s'ouvrent à nous en tout cas? Je suis militante et au cadre dans un parti qui se distingue et se démarque dans sa façon de faire la politique. Pour nous, l'alternance dans notre pays a été acquise par l'effet d'énormes sacrifices. Nous devons consolider ces acquis. Nous ne devons pas le prendre comme un fait du hasard. Et même si ça l'était, dès lors que c'est arrivé, on a tous intérêt. La nation nous remerciera davantage pour avoir consolidé ces acquis. Et pour nous, nous devons absolument sortir de cette crise parce que jusque-là, elle ne nous fait pas avancer. Mais je dois évoquer une chose, c'est que le comble est que la crise, elle est visiblement créée par ceux qui sont aux affaires, par ceux qui sont censés donner le meilleur de soi pour l'épanouissement ou alors le sort de notre classe politique, de la vie nationale. Mais c'est ce que l'on ne voit pas. Et si on doit parler de l'issue, des pistes de solutions, qu'est-ce qui doit être réellement fait pour solutionner, pour répondre? Qu'il n'y ait ni perdant, ni gagnant, bien sûr. Et que c'est la République qui gagne. Ni gagnant. C'est un bras de fer. Laissez-moi d'abord évoquer le fait que de tout ce que nous pouvons faire pour ne pas créer la stabilité, ou du moins pour créer l'instabilité politique dans notre pays, il n'y aura certainement pas de gagnant, mais le président de la République sera le moins perdant. Et ces choses, on doit l'intérioriser. Parce que la Constitution ne prévoit pas de mécanisme la Constitution ne prévoit pas de mécanisme souple pour la fin ou l'interruption du mandat du président de la République pendant qu'il est en cours. Alors que pour d'autres responsables, pour d'autres mandataires de l'État, la Constitution prévoit ces mécanismes. Et ce sera malheureux qu'avant 2023, que les uns soient sortis par la fenêtre et ce sera une chute honteuse. Mais pour revenir à votre question, celle de savoir comment on pense solutionner tous ces problèmes, je pense que les dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête du pays ont suffisamment démontré leurs limites. Et comme autant que dans un match de football, oui, non, c'est moi qui suis en train d'évoquer les cas, demandez-moi lesquels. Demandez-moi lesquels, je vous dirai que tous, sauf le président de la République,
Pourquoi pas le président de la République? Ce n'est pas moi, c'est la Constitution de la République qui fait du président, qui rend le président de la République irresponsable de ses actes devant les chambres du Parlement et qui restreint les mécanismes par lesquels il peut répondre de ses actes. Donc, le président de la République, il est comme enveloppé par la Constitution. Et les failles, elles sont plutôt par rapport à d'autres dirigeants. Il peut tout se permettre. Il ne s'est jamais tout permis. Tout ce que lui se permet, c'est celui de stabiliser son pays. C'est celui de voir comment son peuple pourra, tant soit peu, avoir des solutions à leurs problèmes. Alors, j'étais en train de dire que c'est une préoccupation pour tout le peuple congolais. En tout cas, tous celui qui se sont rattachés à cet amour de la patrie voudraient absolument que la stabilité règne au sein des institutions. Et le fait pour cette stabilité de ne pas venir, ça freine tout le système. C'est pratiquement un blocage pour le tout. Et on n'y tire pas de profit. Et c'est pour cette raison que, à titre personnel, j'ai toujours conseillé que le cabinet du président de la République soit changé. Parce qu'à mon avis, il est à bout de souffle. Il est à court d'inspiration. C'est le cabinet qui a induit le chef de l'État en erreur. Je ne dis en pas, signant ses ordonnances. Je ne dis pas que le cabinet... En marge de la loi. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Je suis nuancée, je suis juriste et je sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de dire que le cabinet... Mais c'est dans ces mêmes cabinets où on retrouve un certain Vidier Chimanga. Je vais y arriver parce que je savais que cette question-là arriverait. J'ai dit ceci. Je n'ai pas la prétention de dire... Je n'ai pas la prétention de dire que le cabinet a été en deçà de ses attentes. Il faut bien me comprendre. Il n'est pas question du fait que le cabinet n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Mais je pense que ce cabinet a donné ce qu'il pouvait donner. Et à ce jour, il est au bout, il est à court d'inspiration. Il ne suffit plus pour les enjeux politiques. Vous savez déjà que ce cabinet a perdu beaucoup de ses membres dernièrement avec la pandémie. Vous savez aussi qu'elle a perdu certains de ses membres avec l'avènement des différents procès en justice. Et tout cela voudrait absolument qu'il soit retouché. Qu'il soit retouché parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait un cabinet du président de la République qui ne sache pas voir venir de loin des dangers, qui ne sache pas que, par exemple, dans le procès de 100 jours, voler maisons préfabriquées, la République a plus intérêt à voir ces maisons être construites plutôt que de s'atteler dans des procès. Et même s'il y a procès, c'est possible. On peut supposer que tel ou tel n'a pas accompli sa mission comme il se devait. Mais on ne doit pas oublier que dans ce procès ou dans tout ce dossier, la République a plusieurs responsabilités. Elle n'est pas seulement partie au contrat, parce que c'est tout ce qu'on voit. On ne voit que la République comme partie au contrat. Et on estime que le contrat n'ayant pas été respecté, le contractant doit être arrêté. D'ailleurs, c'est d'abord un très mauvais signal par rapport au fait que les armes n'ont pas été égales. Lorsque dans un contrat, deux parties se sont engagées, l'une estime que l'autre n'a pas été à la hauteur, n'a pas respecté ses engagements, ce n'est pas... Étant un contrat synalagmatique. Étant un contrat synalagmatique, bien sûr, où chacun a des engagements, chacun a des devoirs et des droits. Chacun a des devoirs et des droits. Lorsque l'une des parties n'a pas respecté son engagement, surtout qu'il s'agit de l'État, l'État ne doit pas sortir ses biceps. L'État ne doit pas arrêter son co-contractant parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Et ces choses, on doit les voir. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on oublie qu'au-delà du fait que l'État a été un parti contractant dans ce procès, il continue à être responsable à l'égard des personnes qu'il avait promis ces maisons préfabriquées. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux militaires? Qu'est-ce qu'on va expliquer aux policiers à qui les maisons avaient... ainsi qu'à leurs femmes, à leurs dépendants, à qui les maisons avaient été promises? Vous avez certainement suivi la déclaration du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a évoqué le fait que les fortes pluies pourraient nous faire perdre toutes ces maisons
Et c'est l'État qui aura perdu. C'était un véritable gâchis. Hein? Ça paraît être un véritable gâchis parce qu'on ne prend pas soin de tout ce qui est arrivé. On ne prend pas soin de retirer des biens là où ils ont été entreposés. Et c'est ça la difficulté. Si on ne sait pas voir ces choses alors qu'on devrait les voir, on doit céder le tablier. On ne sait pas rencontrer aussi, par exemple, dans le chef du cabinet, le fait d'anticiper des événements. Lorsque nous voyons le discours de la rentrée judiciaire, on a une tendance, on a l'impression qu'il y a un front qui tend à s'ouvrir entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Mais toutes ces choses ne va pas entraîner la paix, la quiétude, la tranquillité au sein de la République. Mais ces choses, les cabinets du président de la République doivent les anticiper. Je suis ici en train de rappeler que je suis cadre dans un parti politique qui a voté pour le président de la République, qui s'est personnellement sacrifié pour les élections du chef de l'État. Vous allez me demander peut-être pourquoi. Parce qu'en 2018, nous ne nous sommes pas présentés aux élections. Parce qu'on estimait qu'on ne devrait pas éparpiller nos énergies. Les peu de moyens qu'on pouvait détenir à l'époque, les peu de moyens, que ce soit financiers, techniques ou matériels qu'on pouvait obtenir, autant les mettre à la disposition du candidat de l'UDPS qu'on avait choisi de soutenir. À ce point, nous ne pouvons reculer pour aucune raison. Nous soutenons les actions et la vision du président de la République et nous rassurons le peuple congolais que le président de la République va réussir son mandat. Et avec la DCU, nous serons toujours en train de l'accompagner. Mais il est hors de question pour nous de soutenir tous ses collaborateurs, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient à l'Assemblée, au Sénat ou encore dans son cabinet, qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Nous sommes en train de conscientiser la classe politique à revenir au premier amour, à revenir au premier sentiment, celui de servir la nation, parce que le peuple d'abord, comme disait Etienne Tshisekedi, nous devons nous lancer. Arlette Odiakachama, l'issue de ces bras de fer, président de la République, Parlement. Que faire? Comment sortir de cette crise? C'est vraiment regrettable que l'on en arrive à ce point. On a eu l'impression... Y a-t-il pas lieu que peut-être les présidents reviennent sur ces ordonnances? La haute sagesse voudrait assez que les présidents fassent ces sauts courageux. Il s'agit de la gestion de la République. Hein. Il s'agit de la gestion de la République. On ne prend pas de mesures simplement pour faire plaisir à une frange de la population. Vous n'allez pas me dire que faire plaisir à la présidente de l'Assemblée nationale, par exemple, faire plaisir au président du Sénat vaut mieux que faire plaisir à la majorité du peuple congolais. Au-delà de tout, nous sommes citoyens au même titre. Et ces ordonnances ne pouvaient être révisitées que si... Non, à travers ces deux personnes, on voit toute une machine, les FCC. Les FCC et même les parlements, madame. Si le FCC avait la force que vous lui reconnaissez, il n'aurait pas perdu aux élections de 2018. Mais ce débat, il a évolué. Nous sommes déjà à autre chose. Il a perdu à la présidentielle pour gagner aux législatives haut la main. Non, gagner aux législatives, c'est aussi s'atteler à gagner le mandat. Il n'est pas seulement question de gagner les élections. Il faut aussi gagner le mandat. Et gagner le mandat, c'est donner au peuple congolais suffisamment de raisons de vous féliciter du travail que vous l'avez rendu. Vous avez gagné les élections, oui, bravo. Mais qu'est-ce que vous avez fait du mandat qu'on vous a donné? C'est ça des bonnes questions. On doit se poser des bonnes questions parce que le peuple congolais n'est plus naïf. Il est aujourd'hui exigeant. Il voudrait qu'on se mouille le maillot, qu'on lui donne le meilleur des soi. Nous sommes payés, ils sont payés par le contribuable congolais. Ils doivent savoir à un certain moment le servir. Le bras de fer, bien sûr, je l'entends. Souvent des médias, du journaliste, pour dire que avoir l'attitude de la présidente de l'Assemblée, avoir l'attitude du président du Sénat, il ne marche pas ensemble avec le président de la République. On l'a même remarqué lors de leurs différentes sorties médiatiques sur Top Congo, excusez-moi de les citer. Mais quelle est l'impression qu'on a eue? L'impression des dirigeants de ces autres institutions de la République qui ne soient pas en accord avec le président de la République. Mais c'est un danger. Qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? La première, c'est que les services de sécurité se trouveront obligés
se retrouveront obligés d'interviewer ces gens. Comment ça? Le pouvoir du président de la République, il est sérieusement sécurisé par la Constitution. La Constitution de la République voudrait que lorsque donc on doit les entendre, vous l'avez dit. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Lorsque un citoyen congolais s'est présenté aux élections présidentielles, il a certainement eu des challengers. Jusque-là, ça va. Il est ordinaire. Mais dès l'instant où l'un d'entre eux devient président de la République, il est mis au-dessus de la mêlée. Et la Constitution de la République lui donne de pouvoirs exorbitants. Et on ne peut pas concevoir un individu ou un groupe d'individus se mettent à combattre le pouvoir du président de la République. Et lorsque ça arrive, dans ce cas, qui que vous soyez, même président de l'Assemblée nationale, président du Sénat... Ils ne combattent pas les pouvoirs du président de la République. Ils sont légalistes, madame. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Je vous dis, c'est ça leur problème. Je suis en train de vous dire que lorsque un texte est interprété en dehors de son contexte, ça devient un prétexte. Il ne faut pas rester distrait. Que l'on ne vous dise pas seulement qu'on est respectueux du texte, mais qu'on vous dise lequel n'est pas... obtenir pour tel, adopter telle ou telle autre attitude, ça viole de quelle manière le texte? C'est ça le problème. On vous parle du texte, moi je veux bien, mais c'est quel texte? Ça c'est d'une part. D'autre part, ces hauts responsables de la République doivent savoir qu'ils sont là d'abord pour accompagner la vision du président de la République. On ne doit pas oublier... Comme des moutons des panurges. Pas du tout. On ne doit pas oublier qu'ils ont été nommés, ils ont été élus pendant que Félix Tshisekedi était déjà président de la République. Donc à ce moment, ils avaient le choix de ne pas se présenter aux élections parce qu'ils n'avaient peut-être pas foi ou qu'ils travailleraient avec Félix Tshisekedi. Ils ont opéré un choix, c'est lui d'être président de l'Assemblée, c'est lui d'être président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui d'être à quelques postes que ce soit, sous les régimes du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire que la première mission est celle d'accompagner sa vision, celle d'accompagner ses actions. Et lorsqu'on estime qu'il y a eu un raté d'un côté ou d'un autre, on n'ouvre pas le bras de fer. On approche l'autorité pour lui faire voir, parce qu'il n'existe pas de situations politiques qui ne soient pas récupérables. Et on voudrait que ce soit des bons choix opérés par les hommes politiques dans notre pays. Jusque-là, je n'ai pas compris l'issue à cette crise, mais on évolue. Et madame, mais quelles peuvent être les conséquences sur le plan juridique en tout cas, pas sur le plan politique, on peut y avoir l'absence de Tambwe Mwamba et de madame Mabunda lors de la cérémonie de prestation des serments? Les conséquences politiques, c'est exactement chiffonner des relations. Vous savez, diriger un pays, c'est comme les 5 doigts de la main. Il faudrait qu'ils soient en unité pour pouvoir donner des meilleurs rendements. C'est une façon de défier l'institution président de la République. Et malheureusement, ça n'ira pas à leur avantage. Ils ont plus à gagner à travailler pour l'intérêt, pas seulement du président de la République, mais surtout, il faut que le Congo gagne. C'est surtout ça. Si on peut au moins se mettre devant en quoi ces bras de fer avancent les Congo? Mais je pense que ce serait mieux d'approcher ces honorables présidents, parce que je ne voudrais pas que ce soit aussi une polémique qui est de plus en plus alimentée par les médias, parce que si c'est le cas, le mieux serait à les approcher, à comprendre les raisons de leur comportement, mais surtout de leur faire voir qu'ils ont plus à gagner à servir utilement la nation qu'à ouvrir des bras de fer. Je ne vois pas ce qu'ils gagneraient dans ces bras de fer. Et d'ailleurs, malheureusement, ça va même compromettre leur avenir politique. Arlette Odiakachama, un autre dossier brûlant, c'est celui de Minembwe. Érigé en commune, polémique générale, tollé général, levé des boucliers, on a vendu les Congo, un pas de plus vers la balkanisation, vrai ou faux? Le problème de Minembwe,
il est assez complexe. Il a plusieurs têtes. On doit évoquer le fait qu'il s'agit, premièrement, de la nationalité, deuxièmement, de la commune. On peut aujourd'hui parler de la commune, mais tout le monde se rappelle de la question de la nationalité. En République démocratique du Congo, la nationalité, elle est réglementée. Elle s'obtient de différentes manières. Elle est soit d'origine, soit par l'effet de la naturalisation. Ça, c'est le code de 1960. À partir de 1960, c'est comme ça qu'est considérée l'acquisition de la nationalité congolaise. Elle est soit d'origine, soit par l'effet de la naturalisation. Arrivé en 1971, certainement les enjeux des leurs à l'époque avaient donné lieu à la signature de l'ordonnance loi qui va adopter un autre mécanisme de l'acquisition de la nationalité. C'est justement l'acquisition de la nationalité par la reconnaissance de la loi. C'est par ce mécanisme que toutes les personnes originaires du Rwanda au Burundi qui s'étaient retrouvées en 1960 sur la terre congolaise s'étaient vu octroyer la nationalité congolaise. Et c'est par ce mécanisme qu'aujourd'hui, les Banyamulenge constituent un groupe de citoyens congolais. Mais à cela, il ne faut pas oublier que la nationalité, elle ne se donne pas en vrac. La nationalité, c'est un fait personnel. La loi reconnaît à cette catégorie de personnes le pouvoir, cette nationalité. Il revient aux citoyens Banyamulenge, chacun d'opérer un choix. Parce que parmi les Banyamulenge, il y en a ceux qui sont congolais parce qu'ils sont détenteurs de leur carte d'électeur ou autrefois la carte d'identité. Il y en a qui sont rwandais parce qu'ils ont opéré le choix. Et cette confusion, justement, je pense qu'avec la commission qui a été ordonnée par le président de la République, on va dénicher exactement dans cette communauté, il y en a peut-être à quelle hauteur qui ont choisi d'être congolais et d'autres qui ont choisi d'être rwandais. Et tout ça va définir ce que sera l'avenir de ces structures. Ça, c'est par rapport à la nationalité. Je pense que la majorité du peuple congolais a déjà compris cela. Mais il va se poser maintenant le problème de la commune. Ici, la commune rurale de Minembwe. La commune rurale de Minembwe, vous le dites toujours pour alimenter la polémique. Alors, on va faire avec. Et pour revenir maintenant au fait que le ministre Azarias Robert-Roy, il est l'un de ces citoyens. Il a eu la grâce, j'appelle ça comme ça, d'être parmi les hauts responsables, un ministre dans le gouvernement. Il a été vice-président de la République pendant les régimes 1+4. Alors, qu'est-ce que le Congolais aurait voulu voir de lui? On aurait voulu voir de Maître Azarias Robert-Roy se mettre dans la peau de tout Congolais. Par moment, moi, ou peut-être vous, lorsque vous vous déplacez dans la cité, vous oubliez même que vous êtes du Kasaï. Parce que c'est tellement naturel que ça ne pose plus de problème. Mais on se rend compte que pour les Banyamulenge, ils ont toujours en tête et à l'esprit qu'ils sont Banyamulenge. C'est ce qui amène le ministre Azarias Robert-Roy, de mon point de vue, à tout le temps vouloir tirer le drap du côté de Banyamulenge. Et c'est ce qui alimente la polémique. Azarias dit qu'on l'accuse à tort. Il n'en est pour rien, c'est de la mauvaise foi. Par rapport à l'installation de la commune, voilà, mais justement. Pas par rapport à vouloir tout le temps tirer le drap du côté de Banyamulenge. J'ai suivi son intervention où il dit qu'il s'est donné cette mission parce qu'il était fils du terroir. Voilà que c'est toujours ça qui l'oriente dans sa façon de voir les choses. Et c'est ce qui suscite la curiosité, l'inquiétude du peuple congolais. C'est à tort que son Excellence, Monsieur le Ministre, pense que la polémique est alimentée par le peuple congolais. Pour moi, c'est lui plutôt qui alimente la polémique. On ne voudrait pas avoir des discours comme cela, que j'ai été mandaté par le Premier ministre parce que je suis fils de terroir. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a le ministre de l'Intérieur qui s'occupe de gouverneurs et de ses administrés. Je pense que le ministre de la décentralisation, d'après la loi qui prévoit les attributions de membres du gouvernement, son rôle n'aurait pas été celui-là. Le ministre passe aux aveux en disant qu'il a répondu
aux voix qui s'étaient levées en public, c'est lui de dire pourquoi les maires de Ouvira, le maire des Kabaré et d'ailleurs ont été officialisés alors que pas le maire. Mais là, il passe encore aux aveux du fait qu'en droit administratif et dans la gestion de la cité, la compétence, elle est d'attribution. Lorsqu'on ne vous a pas attribué une compétence, vous ne pouvez pas prendre ce genre de responsabilités. C'est encore cela, alimenter la polémique telle que je venais de le dire. C'est le travail du ministre de l'Intérieur. Il a quand même un ministère important. C'est lui de proposer les réformes institutionnelles. Dès qu'on se rend compte que la réforme, elle s'impose, on ne l'exécute pas parce qu'on y a pensé. On s'en va travailler sur cela. On le propose au Conseil de ministres et on évolue. C'est ce qu'on n'a pas vu dans le chef du ministre Azarias Rouberois. Arlette Odiakachama, nous n'allons plus alimenter cette polémique autour du fait que le président de la République savait ou ne savait pas. Mais pensez-vous qu'il a calmé la tempête? Monsieur le président de la République, à ce que j'ai pu noter, j'ai noté qu'il a plutôt suspendu cette installation. Et pour moi, ce comportement ou cet acte rencontre l'article 69 de la Constitution. Comment? D'après l'article 69 de la Constitution qui organise les attributions du président de la République, il a pour mission de veiller au bon fonctionnement ou au fonctionnement régulier des institutions. Et comme vous le savez bien, de manière informelle, la population est aussi une des institutions de la République, de manière informelle. Informelle. Alors, il est arrivé le cas où un membre du gouvernement pose un acte. Et cet acte dérange l'institution peuple congolais. Et le président de la République, comme l'autorité habilitée à créer cet arbitrage entre les institutions, il a pris une décision courageuse, celle de supprimer, celle de suspendre. Mais a-t-il résolu les problèmes? C'est ça la question. Les problèmes vont se résoudre. Ouais. Comment? Parce voilà. Qu'il a été mis en place une commission, comme je venais de le dire, qui va arriver sur place. Une commission scientifique. Une commission scientifique qui va arriver sur place, qui va examiner tous les déshydratats. Parce que vous avez appris comme moi qu'on reproche les faits que d'ailleurs la commune, elle s'est étendue sur les limites qui ne sont pas les siennes. Nous avons aussi tous appris qu'elle a été frauduleusement glissée dans l'un des arrêtés du Premier ministre. Ce sont quand même des faits graves. Et ces faits doivent être confrontés à la réalité sur terrain. Et la commission, certainement, avoir l'intérêt qu'a le peuple sur cette question, va s'atteler à donner les meilleures conclusions. Et très rapidement, le président de la République prendra des dispositions qu'il faut. Là, il faudra attendre les rapports de la commission scientifique. Pas seulement attendre, mais... Qui risque encore une fois de nous distraire. Pas seulement, c'est justement pour ça que je vous dis qu'il ne faudrait pas seulement attendre, mais qu'il faudrait aussi leur faire confiance et savoir qu'ils vont très bien faire leur travail et dans le meilleur délai. Arlette Odiakachama, nous atterrissons, je vous donne la parole. Ça sera votre conclusion par rapport aux deux principales questions que nous avons abordées. Polémique autour de la prestation de 3 juges, de 3 hauts magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle et dossier Minembwe. Merci d'abord de votre invitation. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de répondre à vos invitations. Ça nous permet vraiment de décortiquer l'actualité. Et l'actualité, comme vous le savez, elle est vraiment alimentée par cette forme de guerre froide entre les institutions de la République. On voit d'une part le pouvoir judiciaire qui semble... Et on voit de plus en plus le pouvoir judiciaire qui semble ne pas se mettre d'accord avec le pouvoir législatif au point que les uns ne participent plus aux activités des autres. Et l'autre polémique, elle est alimentée par rapport au dossier Minembwe. Le premier, qui est celui qui met au front, en tout cas, le pouvoir législatif et judiciaire, je pense que autant que le président de la République a montré sa capacité d'user de son arbitrage, de sa sagesse, de son intelligence que lui a donné Dieu, bien sûr, en accompagnement de la mission qu'il a reçue de la part de l'Éternel pour notre pays. Il a eu à assumer cet arbitrage entre le peuple, plusieurs fois, entre le peuple et ses dirigeants. Il pourra
assurer cet arbitrage entre les deux pouvoirs qui semblent ne pas se mettre d'accord. Vous avez, comme moi, suivi les propositions de réforme venues du pouvoir judiciaire par rapport au fait qu'on devrait lever les immunités des magistrats, des membres du gouvernement, des députés, pour permettre au pouvoir judiciaire de toujours instruire. Bon, ce sont des questions que l'on doit approfondir certainement aux prochaines émissions parce qu'elles sont très importantes. Mais déjà, comme l'un des acteurs politiques qui centre mon action sur l'intérêt du peuple, je conseillerais au pouvoir judiciaire de beaucoup plus penser à l'intérêt du peuple. Lorsqu'on voit les réformes qui ont été proposées, on voit qu'elles sont plus centrées sur les politiques, alors que le petit peuple a aussi besoin d'avoir les retombées de la politique des magistrats et des juges. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, lorsque les personnes vulnérables subissent la même prison que les criminels de haut chemin? Ce sont des choses qui devraient intéresser notre pouvoir judiciaire. Lorsqu'il y a des personnes qui ont bénéficié de jugements, par exemple, qui ne savent pas l'exécuter parce que les frais pour l'exécution sont exorbitants. Est-ce qu'on a pensé à ces choses? Est-ce qu'on a pensé aux réformes qui touchent directement au vécu quotidien du Congolais? Et on a tout le temps, on a toute l'année judiciaire pour réfléchir sur ces questions très importantes. Et pour revenir à la question de Minembwe, je pense que les dispositions qui ont été prises par le président de la République, elles sont déjà très capitales. Et on a compris, personnellement, par mon intervention, par mon adresse, c'est que constitue le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que son Excellence, Monsieur le ministre de la Décentralisation, c'est reconnaissant, Munyamulenge, a tendance à tirer le drap du côté de sa communauté. Or que pour le peuple, nous constituons tous des citoyens congolais. Il n'y a pas intérêt de s'entre-déchirer. Et s'atteler aux choses qui intéressent beaucoup plus la nation congolaise. Justement. Maître Arlette Odia-Kachama, c'était à la fois un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et au plaisir de vous revoir très bientôt pour une nouvelle édition des Enjeux. Toujours un plaisir. Merci. Que gagne la République démocratique du Congo à travers ces différentes crises? Que demande le peuple congolais? Le peuple congolais a besoin de voir ses autorités s'intéresser aux problèmes cruciaux, aux problèmes réels de la nation congolaise. Je crois que Maître Arlette Odia-Kachama est longuement revenu sur ça. Et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver tout prochainement dans une nouvelle aventure des Enjeux. Au revoir.